Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Je vois des grigous qui sont autour de lui, qui bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent, qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. Nous, on a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Je partais dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Faut pas faire, je vais parler. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Faut pas faire, je vais parler. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2010. Il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2010. Il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. Bon, on va laisser ça. Je vois... Vous l'aurez certainement compris, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et cette actualité sera focalisée sur un homme politique ivoirien âgé de 50 ans. Il s'appelle Guillaume Kigbafori Soro. C'est de lui qu'il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT. Et c'est à lui que s'adresse ce message, le message qui sera véhiculé à travers la chronique en question. Je sais que vous les Camerounais qui m'écoutez, vous mes followers, chaque fois que je poste un sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité camerounaise, vous êtes très peu nombreux à liker et surtout à partager. Je vous invite à partager cette édition de la chronique de MBT, mesdames et messieurs, et surtout avec vos amis et vos followers qui sont d'origine ivoirienne, qui s'intéresseront sans doute à cette chronique qui s'adresse, je le répète, à monsieur Guillaume Kigbafori Soro. Alors, monsieur Guillaume Kigbafori Soro, j'aimerais m'adresser à vous. J'aimerais vous passer ce message. Je commencerai par dire que je me battrai corps et âme pour que vous bénéficiez du droit de vous porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Vraiment, je ferai tout pour que votre candidature soit admise par les institutions ivoiriennes en perspective de ce scrutin présidentiel. Je compatis également à ce qui vous arrive en tant qu'exilé politique, donc c'est le cas de le dire, parce que moi-même, je suis un Camerounais qui est exilé politique en Norvège. Et j'imagine ce que c'est que de vivre loin de sa patrie, loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses amis d'enfance, dans un pays autre que le sien où on est obligé de tout recommencer dans sa vie. J'imagine ce que vous ressentez en tant qu'exilé politique, parce que exilé politique, je le suis également. Je compatis également à la situation que traversent vos camarades du parti Génération Peuple Solidaire, GPS,
qui sont persécutés par le régime de Alassane Ouattara. Certains sont en exil comme vous, d'autres qui n'ont pas eu cette chance sont harcelés en Côte d'Ivoire, torturés, menacés, jetés en prison. Cela est tout simplement inadmissible et je condamne cela avec la dernière énergie. Mais ce que les Ivoiriens devraient savoir, c'est que s'il est un homme politique que je leur déconseillerais à tout prix et à tous les prix, c'est bel et bien vous. C'est-à-dire que les Ivoiriens qui m'écoutent là, si vous faites l'erreur de prendre Guillaume Soro, de le placer à la tête de votre pays, vous aurez à le regretter tout le restant de votre vie. Je dis bien, tout le restant de votre vie, vous aurez à regretter ce geste-là. Parce que, et pour revenir à vous, Guillaume Soro, votre carrière politique, depuis les années où vous avez milité au sein de la FESI, je crois que c'est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, votre carrière politique, disais-je, a été bâtie sur 3 piliers. Premier pilier, la traîtrise. Deuxième pilier, les coups bas. Troisième pilier, les crimes de sang. Ah oui, Monsieur Guillaume Soro, vous avez les mains tachetées de sang. Du sang versé des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais commencer par le début de votre carrière politique au sein de la fédération, la FESI. Parce que la FESI en Côte d'Ivoire est le moule de bon nombre d'hommes politiques ivoiriens. Donc c'est par là qu'est passé un grand nombre d'hommes politiques ivoiriens. Donc, du moins, davantage ceux qui ont milité au sein du FPI, le parti créé par Laurent Gbagbo, qui lui-même, à l'époque, au début des années 90, était le président du syndicat des enseignants d'université en Côte d'Ivoire. Et quand Gbagbo Laurent crée le FPI au début des années 90, la FESI servait d'appendice politique à cette formation politique. Alors, vous avez milité au sein de la FESI, vous étiez un partisan de Laurent Gbagbo, vous avez subi la torture, les arrestations, vous avez même connu la prison. Mais par la suite, on ne sait ni trop comment, ni trop pourquoi. Vous vous êtes retrouvé dans le camp d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'à l'époque, au début des années 90, Félix Houphouët-Boigny, étant très malade, a confié la gestion des affaires courantes à Alassane Ouattara, qui à l'époque était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Parce que Félix Houphouët-Boigny avait fait venir Alassane Ouattara pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire qui était très mal en point. Alassane Ouattara, on le sait, il a une expérience en matière économique puisqu'il a travaillé au FMI, je crois à la Banque mondiale et à la BCDEA où il a été directeur général, etc. Parce qu'il a été formé comme économiste aux États-Unis. Fort donc de l'expérience que Alassane Ouattara avait dans la gestion de l'économie mondiale, les institutions financières internationales, etc., Félix Houphouët-Boigny le fait venir en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie ivoirienne qui subissait les contre-coups de la crise économique de l'époque. Alors, mais Ouattara avait déjà des intentions présidentielles. Ouattara avait déjà des intentions présidentielles. Donc, Houphouët-Boigny étant donc très malade,
Ouattara a commencé à gérer le pays comme s'il était le président de la République. Il a commencé à distribuer, donc, c'est-à-dire qu'à la faveur de la privatisation de certaines sociétés d'État, il a commencé à distribuer le capital de certaines sociétés d'État à ses amis, hommes d'affaires français, etc. Donc, il a lancé un programme de privatisation sauvage et cette privatisation a bénéficié à des compagnies, à des sociétés françaises. Et dans le même temps, Alassane Ouattara avait pour ambition de succéder à Félix Houphouët-Boigny. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait? Il a contacté certains hommes politiques ivoiriens pour leur suggérer de soutenir un projet de modification de la Constitution de Côte d'Ivoire afin de faire du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République, puisque selon la Constitution ivoirienne de l'époque, c'est le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, c'était comment il s'appelle, Henri Konan Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale. Les hommes politiques que Ouattara avait contactés pour ce projet lui ont opposé une fin de non-recevoir. Alors, quand Félix Houphouët-Boigny meurt, je crois que c'était en décembre 1993, c'est Henri Konan Bédié qui devient son successeur constitutionnel en tant que président de l'Assemblée nationale. Et bien entendu, Henri Konan Bédié va décider de se porter candidat à l'élection présidentielle qui interviendra 2 années plus tard, c'est-à-dire en 1995, puis sera proclamé président de la République. Et maintenant, Alassane Ouattara, frustré donc de n'avoir pas pu succéder à Houphouët-Boigny, il va créer une faction au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. D'où la naissance du RDR, c'est-à-dire que Rassemblement des Républicains. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous, Guillaume Soro, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lâché vos camarades de la FECI pour vous joindre aux militants du RDR. Vous vous êtes joint à Alassane Ouattara. La preuve, vous avez été candidat aux législatives je crois, de 2000. Vous étiez sur la liste de Henriette Diabaté lors de ces élections législatives-là. Ainsi, vous avez donc trahi vos camarades de lutte pour vous rallier à Ouattara, dont le projet était de prendre le pouvoir par tous les moyens, y compris par la force. C'est de ça qu'il s'agit. Et même quand vous étiez le responsable de la FECI, il se dit tellement de choses. Vous aviez des milices au sein de l'université, à l'université d'Abidjan à l'époque, qui violaient des jeunes étudiantes, qui faisaient dans du racket, qui commettaient un certain nombre de larcins, parce que vous ne pensiez qu'à une seule chose, à régner par la force, la terreur. Beaucoup de jeunes étudiants ivoiriens de l'époque se souviennent de ces moments-là où vous étiez le président de la FECI. Vous régnez par la terreur. Voilà donc comment vous avez trahi vos camarades de la FECI pour vous joindre au RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Donc vous avez lâché les Gbagbo, les Blé Goudé, etc. Vous les avez trahis. La deuxième personne que vous avez trahi s'appelait Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'était un sergent au sein de l'armée ivoirienne,
plus précisément la garde républicaine. Ibrahim Koulibaly était, on va dire, un des membres de la garde rapprochée d'Alassane Ouattara, parce qu'il avait été détaché, donc il faisait partie de la section qui avait été détachée au domicile du premier ministre qu'Alassane Ouattara était à l'époque. Alors, Alassane Ouattara, ayant donc des ambitions présidentielles, c'est tout naturellement que Ibrahim Koulibaly, alias IB, s'est mis à sa disposition pour l'aider à conquérir le pouvoir. Alors, Alassane Ouattara, qui sait très bien qu'il ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire par les urnes, et surtout que quand Henri Konan Bédié arrive au pouvoir, il inscrit dans la Constitution une disposition qui prescrit que ne peut se porter candidat à une élection présidentielle qu'un Ivoirien né de père et de mère ivoirien. Or, Alassane Ouattara est d'origine burkinabé, donc cet article-là l'excluait d'office dans la course vers le fauteuil présidentiel. Alors Ouattara s'étant donc rendu compte qu'il ne peut pas être président de la République en passant par la voie des urnes, il a donc préféré celle des armes. En octobre 2019, Ouattara confie à ses amis que le pouvoir d'Henri Konan Bédié est un pouvoir moribond, qu'il le frappera et il tombera. Ce pouvoir-là, il va le frapper et il tombera. Nous sommes en octobre 1999. Le 24 décembre 1999, Henri Konan Bédié est renversé suite à un coup d'État. Le coup d'État était conduit par le sergent IB, Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly réussit donc à renverser Bédié. Et après avoir renversé Bédié, ses hommes sont allés chercher le général Gueye qui était dans son village parce que du temps d'Henri Konan Bédié, parce que le régime d'Henri Konan Bédié l'avait sanctionné parce qu'il le soupçonnait de vouloir prendre le pouvoir par la force. Donc le général Gueye avait été radié des effectifs de l'armée, il se reposait dans son village et c'est là-bas qu'on est allé le chercher pour assurer la vacance de la présidence de la République après le coup d'État perpétré par Ibrahim Koulibaly. Monsieur Guillaume Soro, après donc le coup d'État d'Ibrahim Koulibaly, vous l'avez rejoint à Ouaga. Et comment Ibrahim Koulibaly se retrouve à Ouaga? C'est parce que quand il organise et puis il réalise le coup d'État, il a réalisé ce coup d'État du 24 décembre 1999 pour que Ouattara prenne le pouvoir. Or, quand il installe Robert Gueye pour assurer l'intérim, Robert Gueye prend goût au pouvoir. Et après avoir pris goût au pouvoir, il a commencé donc à combattre Ibrahim Koulibaly et tous les hommes qui l'ont porté au pouvoir. Il s'est mis même à arrêter quelques-uns, à les jeter en prison. Ibrahim Koulibaly, bon, pour mettre Ibrahim Koulibaly hors d'état de nuire, il a envoyé, je crois, à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Et c'est du Canada donc qu'il est contacté par Ouattara parce que Ouattara avait déjà préparé, il avait déjà un plan qui était celui de faire un coup d'État contre Gueye. Donc IB part du Canada pour se retrouver à Ouagadougou et c'est à partir de Ouagadougou qu'il préparait la prise de pouvoir par les armes.
Bon, Robert Gueye est donc au pouvoir. Ibrahim Koulibaly est à Ouaga. Guillaume Soro, vous l'avez rejoint à Ouaga, où il était. Il va même tenter de renverser Bédié. Notamment, il y a eu par exemple le complot du cheval blanc, le 18 septembre 2000. Bon, c'était une tentative de coup d'État. Bon, le coup d'État avait échoué et Robert Gueye a donc interpellé certains membres enfin, il a interpellé ceux qui étaient impliqués dans ce coup d'État-là, il les a jetés en prison. Bon, quelques semaines plus tard, Robert Gueye se porte candidat à l'élection présidentielle de 2000. Malheureusement, il va perdre ces élections-là. Mais il va tenter de s'imposer par la force. Gbagbo va dire que non. Il va inviter les Ivoiriens à descendre dans la rue pour l'installer au pouvoir. Voilà donc comment Robert Gueye va perdre le pouvoir. Voilà comment Robert Gueye perd le pouvoir et Gbagbo s'installe à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a pu remporter la présidentielle de 2000 grâce au concours de la gauche française, parce qu'à l'époque, c'était Lionel Jospin, si je ne me trompe pas, qui était le Premier ministre, puisque en France, à l'époque, c'était le système de la cohabitation. Ça veut dire que quand le Parti socialiste a la majorité au Parlement, c'est lui qui contrôle la primature. Et c'est le Premier ministre qui est en fait, qui détient les pouvoirs réels, plutôt que le président de la République. Voilà comment Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2000. Mais Guillaume Soro, quand vous avez rejoint Ibrahim Koulibaly à Ouagadougou, c'est Ibrahim Koulibaly qui vous a présenté à Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré, qui était le président du Faso à l'époque, avait offert un logement aux membres de la rébellion, un logement au niveau du quartier Somgandé, le quartier Somgandé où j'ai habité quand moi je vivais à Ouaga. C'est là-bas où il logeait. Tu les as donc rejoints là-bas, vous les avez donc rejoints là-bas. Ibrahim Koulibaly vous a présenté à son parrain, Blaise Compaoré. Mais qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Vous avez comploté, vous avez tout fait pour dessaisir Ibrahim Koulibaly de la direction, du contrôle de la rébellion. Vous êtes allé raconter des tas de choses à Compaoré, comme quoi il avait... Et quel est le discours que vous avez tenu face à Blaise Compaoré pour qu'il se débarrasse d'Ibrahim Koulibaly? Vous êtes allé dire à Blaise Compaoré qu'Ibrahim Koulibaly voulait mener le coup d'État pour placer quelqu'un d'autre que Ouattara à la tête du pays. Voilà donc comment Blaise Compaoré se braque contre Ibrahim Koulibaly. Et c'est Djibril Bassolé qui était, je crois, l'un des hommes clés du régime de Blaise Compaoré à l'époque. Je crois qu'il a été ministre des Affaires étrangères et tout ça là. C'est lui qui demande qui conseille à Ibrahim Koulibaly d'aller s'installer en France. C'est-à-dire que c'est un émissaire de l'ambassade de France qui est venu avec le passeport d'Ibrahim Koulibaly, avec visa français. Il a remis à IB pour que IB aille s'installer en France. Une fois arrivé en France, allez, il est poursuivi pour c'est quoi, attroupement, machin, association de malfaiteurs, terrorisme, etc., etc. Mais entre-temps, il a eu tout le temps de partir de la France pour aller s'installer au Bénin. Et pendant que Ibrahim Koulibaly était déjà mis hors d'état de nuire, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Guillaume Soro? Vous avez commencé à zigouiller un à un les fidèles
d'Ibrahim Koulibaly au sein de la rébellion ivoirienne. Lorsque je dis Adams, Cass, Fofié Kouakou, ça vous rappelle quelque chose? Ce sont les fidèles d'Ibrahim Koulibaly que vous avez fait zigouiller. Et que d'autres, vous les avez fait arrêter puis jeter dans des conteneurs qui étaient hermétiquement fermés. Et ils sont morts dans ces conteneurs asphyxiés. Tout ça, ce sont vos ordres. Vous n'allez quand même pas nier ce fait-là. Et vous vous êtes installé, vous vous êtes imposé comme patron de la rébellion ivoirienne. Pourtant, Ibrahim Koulibaly, vous avez présenté à Blaise Compaoré comme chargé de la communication. Mais vous avez tout fait pour vous imposer comme patron de la rébellion. Ibrahim Koulibaly a eu tous les problèmes qu'il a eu. Djibril Bassolé l'a fait éloigner de Ouaga pour la France. Il est parti de la France, il s'est installé au Bénin. Quand la crise post-électorale éclate en 2011, Ouattara fait appel à Ibrahim Koulibaly pour combattre l'armée qui était restée fidèle à Laurent Gbagbo. Bien entendu, le 11 avril, Gbagbo est capturé et tout. Tout ce que l'on sait, je vais y revenir tout à l'heure. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Guillaume Soro? Vous avez fait zigouiller Ibrahim Koulibaly le 29 avril 2011. Je m'explique. Après la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, les hommes d'Ibrahim Koulibaly continuaient de régner en maître au quartier Abobo, à Abidjan, un quartier qui a voté massivement pour Alassane Ouattara. Alors, Ibrahim Koulibaly avait demandé à rencontrer Ouattara parce qu'il tenait à ce que ces hommes du commando invisible soient intégrés au sein de l'armée ivoirienne. Ouattara a donné des instructions que qu'Ibrahim Koulibaly dépose les armes. Et que s'il ne dépose pas les armes, il sera désarmé par la force. Désarmé par la force ne veut pas dire le tuer, le zigouiller, non. Ouattara avait instruit qu'Ibrahim Koulibaly soit désarmé par la force. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au cours des combats entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire et le commando invisible, Ibrahim Koulibaly a capitulé. Il s'est rendu aux hommes d'Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez instruit qu'Ibrahim Koulibaly soit liquidé physiquement. C'est vrai, je vous ai entendu dire tout récemment là que oui, voilà, je n'étais même pas au pays au moment où Ibrahim Koulibaly est tué. Ouais, vraiment, je n'étais pas celui qui avait le doigt sur la gâchette. Mais on n'a pas besoin d'avoir le doigt sur la gâchette. On n'a pas besoin d'être sur place au pays pour donner des ordres. On peut bien être à des dizaines de milliers de kilomètres d'Abidjan et instruire de là où on est. Donc la distance importe peu. Il y a des moyens de communication, plusieurs moyens de communication aujourd'hui. Pourtant, c'est Ibrahim Koulibaly qui, depuis 1999, a fait
tout le job, tout le travail. Il vous a recruté comme chargé de la communication. Vous vous êtes imposé à la tête de la rébellion après lui avoir fait des coups bas, etc. Après l'avoir trahi. Et quand vous avez pris la tête de la rébellion, vous vous êtes bigrement enrichi, vous et vos comzones. Hein? La vente du cacao, le cacao que vous vendiez au marché noir pendant que la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Vous avez bénéficié de la vente du cacao au marché noir. Vous vous êtes bigrement enrichi. Que ce soit vous, que ce soit feu le commandant Isaka Ouattara, alias Ouattao. Et c'est sous votre direction que les rebelles ivoiriens passaient le temps à aller casser, piller les banques, notamment la banque, la représentation de la BCDEAO au niveau de Bouaké. C'est-à-dire qu'ils allaient braquer, cambrioler la BCDEAO et puis ils prenaient des espèces. C'est sous vous que ça se passait. Et pendant la rébellion entre le 19 septembre 2002 et le 11 avril 2011, les Comzones, là, les chefs rebelles là, se sont bougrement enrichis. Ils se sont bougrement enrichis. Vous-même, monsieur Guillaume Soro, vous avez tout un duplex à Ouaga 2000, à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est grâce à l'argent du cacao que vous vendiez au marché noir pendant la crise. Vous vous êtes fait du pognon, mais alors du gros pognon. Pendant la crise, votre fidèle des fidèles, paix à son âme, le colonel Ouattao, qu'est-ce qu'on ne voyait pas à l'intérieur de sa résidence comme marque de voiture? Et les Baoum, et les Lamborghini, et les Maserati, dernière sortie, maman, c'est la marque de voiture que tu veux voir. Des voitures qui coûtent des centaines de millions. Parce qu'ils ont agressé, violé des femmes, massacré les Ivoiriens en désordre. Et ainsi, ils vendaient le cacao au marché noir. Ils ont investi dans l'immobilier un peu partout. Au Sénégal, au Burkina voisin, au Mali, etc. Pendant ce temps, les Ivoiriens étaient en train de crever, étaient en train de mourir. Et même Robert Gueye. Beaucoup de gens en Côte d'Ivoire pensent que c'est Gbagbo qui a assassiné Robert Gueye. C'est faux. C'est faux. C'est Alassane Ouattara qui a fait éliminer physiquement Robert Gueye. Parce que celui qui avait le plus intérêt à éliminer physiquement Robert Gueye, c'était Ouattara. Puisque quand son Ibrahim Koulibaly, celui qui a conduit la rébellion de 99, puisque quand les hommes d'Alassane Ouattara, dirigés par Ibrahim Koulibaly, renversent Bédié, c'est Robert Gueye qui est placé à la tête du pouvoir de transition. Or, maintenant, au lieu de confier le pouvoir à Ouattara, comme c'était convenu, il prend goût, il s'accroche au pouvoir. Et au moment où les rebelles préparent le coup d'État du 19 septembre 2002, ils sont du côté de Ouaga. Ils sont du côté de Ouaga. Et ils avaient déjà tout planifié. C'est-à-dire qu'en connexion avec Alassane Ouattara, ils avaient déjà tous les plans. Comment ils vont attaquer, etc., etc. Et en plus de cela, il y avait les noms, il y avait une liste noire qu'ils avaient des personnalités qu'on devrait éliminer. Après, si le coup d'État réussit. Et le nom de Robert Gueye figurait sur la liste des rebelles. Parrainé par Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, tout le procès qui a lieu à Abidjan, là,
le procès des assassins de Robert Gueye. Ben, ça, c'est de la parodie. C'est de la parodie. Alassane Ouattara connaît plein de choses sur ce qui est arrivé à Robert Gueye. Il en sait des tonnes. Et il y a également une chose, monsieur Guillaume Soro. Vous êtes ivoirien. Alassane Ouattara est étranger. Mais vous n'avez pas boudé le plaisir de vous mettre à son service pour paralyser l'État de Côte d'Ivoire, pour couper la Côte d'Ivoire en deux, pour semer, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, juste parce qu'il fallait placer Alassane Ouattara au pouvoir. Et pendant que la Côte d'Ivoire était divisée, pendant que la Côte d'Ivoire était déstabilisée, pendant que Laurent Gbagbo, qui était président de Côte d'Ivoire, était incapable de diriger, c'est-à-dire qu'il ne dirigeait qu'une partie du territoire ivoirien. Vous vous en mettiez plein les poches, vous et vos comzones. Vous vous êtes enrichis dans la vente illicite du cacao. C'est-à-dire que pendant que les rebelles ivoiriens massacraient les populations civiles au nord de la Côte d'Ivoire, le cacao se vendait. Il y a un type, un Anglais, c'est-à-dire que celui qui dirige à Armajaro, l'Anglais là, comment il s'appelle? Anthony Ward. C'est-à-dire que le négoce de cacao, il fait partie de ceux qui finançaient la rébellion à l'époque. Et c'était un spéculateur. Donc ça veut dire que, puisqu'il savait que la Côte d'Ivoire allait être déstabilisée à une date bien précise, il en profitait pour vendre le maximum de sacs de cacao possible pour se faire énormément d'argent. Et c'est sur lui que Guy-André Kiefer investiguait. C'est-à-dire que le journaliste qui était mort en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où son corps se trouve. On a attribué l'assassinat de Guy-André Kiefer à Laurent Gbagbo, alors que c'est le camp de Ouattara qui a des comptes à rendre par rapport à sa disparition, puisqu'il collaborait avec un journal français et il investiguait sur cette filière, la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Et il est tombé justement sur cet Anthony Ward, là, le négoce en cacao. Voilà donc pourquoi on l'a zigouillé. Et pendant que Anthony Ward vendait du cacao, le fruit de cette vente-là, il vous finançait, vous, Guillaume Soro, et votre rébellion. Il vous finançait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, votre propre pays. Juste parce qu'il fallait qu'Alassane Ouattara soit président de la République à tout prix et à tous les prix. Pour revenir à Ibrahim Coulibaly, vous avez tout fait pour neutraliser, éliminer physiquement Ibrahim Coulibaly. Et il l'a confié à des journalistes français, dont les journalistes de l'autre observateur, si je ne me trompe pas, que vous aviez mis sa tête à prix. C'est-à-dire qu'avant son assassinat, le 29 avril 2011, vous aviez mis sa tête à prix. Il a été neutralisé le 29 avril 2011. C'est vrai, vous avez nié avoir participé à cette élimination physique. Mais j'aimerais vous rappeler que vous-même, monsieur Guillaume Soro, vous vous êtes confié à Djibril Bassolé en 2015. L'enregistrement est disponible là sur YouTube. C'est-à-dire qu'une conversation téléphonique que vous avez eue avec cet officiel burkinabé. Et entre autres choses, vous lui avez dit
que si vous réussissez le coup d'État que vous étiez en train de planifier contre le pouvoir de transition qui a succédé à Blaise Compaoré, il y a 2 personnes qu'il va falloir éliminer physiquement parce que vous ne pensez qu'à la force, à la terreur, au crime. Ce n'est que, c'est-à-dire que c'est votre fort, quoi. Vous lui avez dit qu'il y a 2 personnes que vraiment, si on prend les choses en main, là, il faut qu'on les égouille. Un certain Salif Diallo et puis Chérif Sy, qui sera plus tard le ministre de la Défense de Roch Marc Christian Kaboré. Et vous avez dit un truc par la suite. Vous avez dit, si Désiré Tagro et Ibrahim Koulibaly étaient encore vivants, donc si Désiré Tagro et Ibrahim Koulibaly étaient encore vivants, tu penses qu'on serait tranquille aujourd'hui? Ibrahim Koulibaly serait toujours là en train de vouloir fomenter des coups d'État. C'est ce que vous avez dit à Djibril Bassoli. La conversation téléphonique, l'enregistrement circule là sur YouTube, un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous avez donc trahi Ibrahim Koulibaly au point de vous imposer à la tête de la rébellion qu'il a créée. Ok. Vous avez tout fait pour le zigouiller. Autre personne que vous avez trahi et qui a énormément fait dans votre... et à qui vous devez même votre carrière politique. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens doivent être fiers d'avoir eu pour président Laurent Gbagbo. Parce que quand on parle d'un président véritablement, d'un panafricanisme, mais alors d'un vrai, Laurent Gbagbo en fait partie. Les Ivoiriens devraient être fiers d'avoir eu pour président de la République Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens devraient en être fiers. Parce que voilà un homme qui n'a pas voulu brader la Côte d'Ivoire à l'impérialisme occidental. C'est vrai, beaucoup diront oui, mais oui, il a signé des contrats, il a confié le port d'Abidjan à Bolloré, ouais, il a confié l'eau et l'électricité à Bouygues, etc., etc. Il a confié la téléphonie à une compagnie française, etc. Mais la politique de Gbagbo, c'était quoi? Gbagbo a voulu composer avec la France, mais à condition que la France respecte la Côte d'Ivoire. Donc, il a voulu mettre la Côte d'Ivoire en priorité par rapport aux intérêts français. Et il était d'ailleurs sur le point de rompre les accords de défense avec la France, de rompre certains accords secrets que la France avait avec la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il s'est mis à dos les autorités françaises qui ont cherché à tout faire pour le débarquer. Monsieur Guillaume Soro, j'ai dit en début de cette chronique que vous étiez membre de la FECI. La FECI qui était l'appendice politique de son parti, le Front Populaire Ivoirien, FPI. Mais vous avez faussé compagnie à vos camarades de la FECI pour vous joindre à Alassane Ouattara. Vous vous êtes même retrouvé à la tête de la rébellion qui a paralysé la Côte d'Ivoire, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire et qui l'a divisée en deux. Malgré tout, Laurent Gbagbo vous a promu à de hautes fonctions au sein de l'appareil de l'État. Monsieur Guillaume Soro, votre toute première fonction politique, c'est-à-dire que votre premier poste ministériel, c'est-à-dire que le poste que vous avez exercé en tant que ministre
de la République de Côte d'Ivoire, vous le devez à Laurent Kudo Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo vous a nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vous a accordé un logement de fonction. Et je me rappelle, lors de votre message de fin d'année 2021, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, vous avez déclaré que la maison, c'est-à-dire que la résidence de fonction que Gbagbo vous avait accordée, Alassane Ouattara vous l'a arraché. C'est vous qui avez déclaré ça. Que la maison que Gbagbo vous avait confiée, et vous avez même demandé pardon à Laurent Gbagbo. Mais il n'en demeure pas moins que vous l'avez trahi. Vous l'avez trahi. Pourtant, il a tout fait pour vous. Il aurait dû suivre les conseils des extrémistes qui étaient autour de lui à l'époque quand il était président. Par exemple, quand il allait signer les accords de Marcoussis en janvier 2003, lesquels accords confiaient le poste de ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur soit à l'opposition, soit à la rébellion. Il a dit non, si ça peut aider mon pays à retrouver la paix, pourquoi pas? Sauf que sous la pression des membres de son camp, il s'est rendu compte que de l'autre côté, c'est-à-dire de votre côté, vous ne respectiez pas ces accords-là. Par exemple, le désarmement. Est-ce que vos rebelles avaient désarmé? Non. Voilà pourquoi il a donc décidé de mater cette rébellion-là. Laurent Gbagbo a donc fait de vous le Premier ministre de Côte d'Ivoire afin de conduire le processus électoral jusqu'à son terme. Alors arrive la présidentielle de 2010. Gbagbo Laurent gagne au premier tour. Au deuxième tour, c'est-à-dire qu'après les élections du 28 novembre 2010, qu'est-ce que vous avez fait, Guillaume Soro? Vous avez lâché Laurent Gbagbo pour vous joindre une fois encore au camp de Ouattara. Vous l'avez lâché. C'est-à-dire qu'au moment où il avait le plus besoin de vous, au moment où il était acculé par la communauté internationale, entre guillemets, parce que c'est Gbagbo Laurent qui avait gagné les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, puisque c'est lui que la Cour constitutionnelle a proclamé vainqueur. Ouattara n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Ouattara a fait ce qu'on appelle un hold-up, c'est-à-dire qu'un coup d'État sur fond de hold-up électoral, puisque celui qui les avait proclamés, Issoufou Bakayoko, il l'a fait hors délai. Les élections ont eu lieu le 28 novembre 2011. Il avait jusqu'au 1er décembre pour proclamer, même pas les résultats, mais les tendances, parce qu'il revenait à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Or, comme Alassane Ouattara, du fait de ses réseaux au sein de cette fameuse communauté internationale, puisque à l'époque, le rapport de force était largement à sa faveur. Il avait les armes, c'est-à-dire que une rébellion qui était forte d'une dizaine de milliers d'hommes. Alassane Ouattara est l'ami de George Soros, c'est-à-dire que le milliardaire hongrois, c'est-à-dire que américain d'origine hongroise, George Soros, puisque Alassane Ouattara était consultant. C'est-à-dire que quand il a manqué, c'est-à-dire qu'après la présidentielle de 1995, il a décidé de se retirer de la vie politique pour se consacrer à ses occupations, à ses consultations en tant que président de OSIWA. OSIWA, c'est la représentation
Afrique de l'Ouest de Open Society. Donc, aussi, on veut dire Open Society in West Africa. Et Open Society, c'est une ONG qui appartient à George Soros. Et c'est George Soros qui avait financé la campagne de Barack Obama. Ouattara était également l'ami de Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI de l'époque. Ouattara avait le soutien des États-Unis, de la France, puisque Sarkozy à l'époque c'était son ami et Sarkozy ne s'en cachait pas. Et à cette époque-là, l'objectif de tout ce beau monde, c'était de placer Ouattara en Côte d'Ivoire coûte que vaille. Puisque Ouattara ne pouvait pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Ouattara ne pouvait pas gagner les élections. Voilà pourquoi il n'a pas désarmé, comme le prévoyait la Constitution. Pas la Constitution, je veux dire les accords de Ouagadougou de 2007. Parce que d'après les accords de Ouagadougou de 2007, il était question que les rebelles soient réintégrés au sein d'une armée réunifiée, que l'administration soit redéployée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Or, les rebelles n'ont jamais désarmé. Parce que Ouattara savait très bien que sans ces armes-là, il ne pouvait jamais prendre le pouvoir. Puisque l'alliance qu'il a signée même avec Bédié, cette alliance a été dénoncée par les partisans de Bédié. Certains ont considéré cela comme une trahison, puisqu'ils ont encore en travers de la gorge le fait que c'est Alassane Ouattara, à travers son homme de main, Ibrahim Koulibaly, qui avait renversé leur champion, Henri Konan Bédié, en 1999. Voilà pourquoi même les partisans de Bédié ne pouvaient pas voter pour Alassane Ouattara. L'alliance que Bédié avait signée avec Ouattara, ça n'engageait que lui et Ouattara. Donc Ouattara ne pouvait pas gagner. S'il est président de la République jusqu'à aujourd'hui, c'est par la force. C'est par la force des armes qu'il a imposé après l'élection présidentielle de 2010. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc Laurent Gbagbo qui se retrouve en minorité. Il est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle. Mais vous, Guillaume Soro, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rejoint le camp de Ouattara dans son conflit avec Gbagbo. La preuve en est que c'est vous qui avez fait venir Issoufou Bakayoko, qui était le président de la commission électorale indépendante de l'époque. C'est vous qui l'avez fait venir à l'hôtel du Golfe où Ouattara était retranché. Et une fois arrivé là-bas, vous lui avez demandé de proclamer les résultats. Parce qu'il allait là-bas et se disait que voilà, il allait à un rendez-vous. Nous étions le 2 décembre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 1er décembre, il était censé proclamer les résultats. Parce qu'il avait subi des pressions. Sarkozy lui avait même envoyé une lettre pour dire que voilà, il faut que tu proclames les résultats. Vraiment, il était sous pression. Quand il arrive donc à l'hôtel du Golfe, c'est parce que c'est vous, Guillaume Soro, qui l'avez fait venir à l'hôtel du Golfe. Il arrive à l'hôtel du Golfe, vous lui demandez vous avez bricolé un truc là, vous lui demandez de proclamer les résultats. Devant les chaînes de télévision françaises, aucun média ivoirien n'était présent le jour de la proclamation je ne sais même pas à quoi tout cela rimait, où c'était la proclamation des résultats, où c'était la délivrance des tendances, où c'était quoi, je ne sais pas. Ça n'avait aucune valeur juridique. Parce que ce que Issoufou Bakayoko aurait dû faire selon la constitution ivoirienne, c'est que quand il est forclos, quand la CEI est forclose, elle transmet les PV des élections à la Cour constitutionnelle qui organise le contentieux post-électoral et puis proclame les résultats définitifs. Et c'est Gbagbo qui a été proclamé vainqueur. Vous avez engagé une
bataille contre Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Et je tiens à rappeler que Laurent Gbagbo est arrêté parce que c'est la France qui intervient. Hein? C'est la France parce que n'eût été la France, c'est-à-dire que l'armée française, parce que tous les on va dire quoi, tous les chefs militaires là, que ce soit le chef d'état-major de l'époque, le général Mangou, que ce soit les chefs d'état-major de l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, le chef de la police, le patron de la gendarmerie, tous là, ils avaient été contactés par les services de renseignement français. Ce sont les services de renseignement français qui leur avaient proposé de l'argent, des postes juteux, etc. s'ils choisissent de lâcher Laurent Gbagbo. Parce que la rébellion, elle seule, ne pouvait rien. Puisque quand les rebelles arrivent à Abidjan, c'est-à-dire que les éléments de la garde républicaine, qui était piloté par, je crois, le général Bruno Dogbo-Blé, c'est-à-dire que la garde républicaine les zigouillait comme des chiens. La garde présidentielle les zigouillait, les rebelles de Soro-Guillaume là, comme des chiens. Alors, quand les Français voient que la rébellion est en difficulté, elle décide donc d'entrer en jeu. Mais il fallait à l'armée française, dont la force Licorne, il lui fallait le mandat de l'ONU. Comment donc obtenir un mandat de l'ONU? Alors, pour que l'ONU donne mandat à la force Licorne d'intervenir, il faut une raison, genre un massacre ou alors des civils qui sont mis en danger. Voilà pourquoi vous entendiez à l'époque que oui, Gbagbo a stocké des armes lourdes à sa résidence à Cocody, lesquelles armes lourdes constituent une menace vis-à-vis des civils. Maintenant, pour donner prétexte à la France, à la force des comptes d'intervenir, on a monté une histoire là, dont on a demandé à des femmes d'aller manifester à Bobo. Donc, quand vous avez entendu parler, vous avez sans doute entendu parler du massacre d'Abobo, des femmes qu'on avait massacrées à Bobo. C'était un montage pur et simple. Des services secrets français, américains et tout et tout. Bref, on a monté cette histoire-là. Et c'est à partir de cette histoire, de ce prétendu massacre d'Abobo-là, que l'ONU a donc accordé mandat à la force Licorne d'intervenir pour déloger Laurent Gbagbo. Donc le massacre, le prétendu massacre d'Abobo a servi de prétexte à l'ONU pour intervenir. Voilà donc dans quelles circonstances Gbagbo est délogé. C'est-à-dire que c'est l'armée française qui a déblayé le chemin dans lequel se sont engouffrés des rebelles qui sont allés jusqu'à la résidence de Gbagbo pour le chercher. Monsieur Guillaume Tsoro, est-ce que vous vous rappelez de toutes les humiliations que Laurent Gbagbo a subies ce jour-là? C'est-à-dire la façon dont il a été râpé, trimballé jusqu'à l'hôtel du Golfe. Est-ce que vous vous rappelez de l'état dans lequel se trouvait Gbagbo quand il est arrivé à l'hôtel du Golfe? Les yeux hagards, le regard perdu. Vous sentiez l'humiliation dans sa mine. Simone Gbagbo, alors c'était grave. Elle a été lynchée par vos hommes, monsieur Guillaume Soro. Lynché. On a déchiré le soutien, le caleçon, tout ça. Et vous êtes même venu ce jour-là
rencontré Gbagbo et sa femme, et puis ses enfants, et puis la centaine de personnes qui travaillaient chez lui, au palais, sa famille, tout ça. Vous êtes venu les rencontrer là. Et ce jour-là, vous étiez acclamé comme un sauveur. On vous a acclamé ce jour-là. Pourtant, c'est Gbagbo qui a fait de vous ce que vous avez été pendant tout ce temps. C'est-à-dire qu'au sein de tous les postes que vous avez occupés là, au sein de l'appareil de l'État, sous Gbagbo, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Mais vous l'avez fait humilier devant le monde entier. Vous avez fait humilier son épouse devant le monde entier. Et une fois que vous avez donc pris le pouvoir, une fois que Ouattara a pris le pouvoir, après avoir trahi vos camarades de la FESI, après avoir trahi Ibrahim Koulibaly, monté des complots contre lui, et après même l'avoir fait assassiner, vous avez également tenté de trahir Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara s'est montré plus rusé que vous. Et comment? Vous-même, monsieur Guillaume Soro, vous avez déclaré en 2019, je crois, si je ne me trompe pas, c'était dans un hôtel, vous avez convoqué la presse, certains médias français. Vous avez révélé que Alassane Ouattara n'a pas respecté ses engagements à votre égard. Alassane Ouattara vous avait dit que il va exercer ses fonctions de président de la République au cours de 2 mandats de 5 ans. Et au bout de ces 2 mandats, il devait vous céder. Il devrait vous céder la place. C'est ce que vous avez déclaré ce jour-là. Honnêtement, quand je vous ai entendu le dire, je me suis exclamé en disant quelle naïveté politique. Vous avez été naïf de penser que Alassane Ouattara, avec tous les sacrifices qu'il a eu à faire, les rébellions qu'il a eu à monter, la Côte d'Ivoire qu'il a divisée, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout le désordre que Alassane Ouattara a foutu en Côte d'Ivoire, il allait se retirer et vous confier le pouvoir. Vous avez été naïf de le croire. Mais en réalité, si Alassane Ouattara vous l'a dit, monsieur Guillaume Soro, si Alassane Ouattara vous l'a dit, c'est parce qu'il ne vous faisait pas confiance. C'est parce qu'il savait exactement qui vous êtes. C'est parce qu'il vous voyait venir. Alors, s'il vous l'a dit, c'était pour tester votre loyauté à son égard. Et il s'est rendu compte que vous n'avez pas été loyal, que vous aviez des ambitions présidentielles. Et voilà comment il a commencé à vous nuire. Voilà pourquoi il a commencé Voilà pourquoi il a engagé un processus qui devait aboutir à votre neutralisation politique. Je parlais des écoutes téléphoniques entre M. Djibril et Bassolé et vous tout à l'heure. Ce sont les services de renseignement ivoiriens qui ont mis cet audio sur la place publique. En fait, c'était pour vous mettre en difficulté. C'était pour vous mettre en difficulté avec les autorités burkinabées, pour que vous soyez poursuivis et que ces poursuites judiciaires vous rendent inéligible. Voilà.
Donc si Ouattara vous l'a dit, c'était pour tester votre loyauté. Et vous lui avez prouvé par la suite qu'il avait raison de douter de vous. La preuve, on découvre aujourd'hui qu'au sein de son régime, vous aviez beaucoup de soutien. Vous en aviez pas mal. Voilà pourquoi il a décidé de se débarrasser de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Pourtant, Laurent Gbagbo vous avez prévenu. Vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Gbagbo qui vous l'avait dit. Vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Beaucoup parmi vous, pour les plus chanceux, finiront soit en prison, soit en exil. Les malchanceux seront tout simplement tués. Et il ne s'adressait pas qu'à vous. Il s'adressait à Bakayoko et puis à Ouattao et tout le reste. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, que vous avez humiliés le 11 avril 2011, parce que vous vouliez rendre service à Ouattara. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont en Côte d'Ivoire. Hein? Ils sont en Côte d'Ivoire où ils vivent leur vie paisible. Laurent Gbagbo, lui, il était à La Haye quand vous êtes allé le faire arrêter là. Ouattara l'a envoyé directement à La Haye. Le temps pour lui d'asseoir son pouvoir. Et quand Ouattara a fini d'asseoir son pouvoir, il a donc demandé à Gbagbo de rentrer. Après que la Cour internationale de justice l'ait acquitté pour fait non établi. Et Ouattara a été très malin, puisqu'il savait que Laurent Gbagbo représente une bête féroce, une bête politique féroce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé la division au sein du FPI, au sein de son parti. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, le parti de Laurent Gbagbo s'est divisé en 3 ou 4. Vous avez le FPI originel, qui est dirigé par Afin Gessang, et le FPI d'Afin Gessang a tendance à se rapprocher du camp d'Alassane Ouattara. Vous avez le PPACI, qui recrute l'essentiel des personnes restées fidèles à Laurent Gbagbo. De l'autre côté, Simone Gbagbo, elle a son parti. L'autre aussi, comment on appelle le ministre là, chaud bouillant là, Blé Goudé, il a son COGEP. Vous voyez que le FPI est divisé, déstructuré. Et ça, c'est le travail des services secrets d'Alassane Ouattara. Et après avoir semé tout ce bordel au sein du FPI, Ouattara a donc dit à Gbagbo, bon, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Ouattara est en Côte d'Ivoire. Il bénéficie de sa pension d'ancien chef d'État. Sa femme est là, tranquille. Même comme ces dissensions politiques ont eu raison de leur vie de couple. Bon, je n'entre pas dedans, ça c'est sa vie privée. Mais vous voyez bien que ce Guillaume Soro, Laurent Gbagbo que vous avez humilié pour plaire à Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, vous êtes condamné à rester longtemps en exil. Et tous ceux avec qui vous avez humilié Gbagbo là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Certains ont été envoyés à 2 mètres sous terre. Le colonel Ouattao, qui vous était très fidèle, quel est le sort qui lui a été réservé? Mort empoisonné. Il était pourtant à l'hôtel du Golfe quand vous humiliez Gbagbo. Était également à l'hôtel du Golfe le 11 avril 2011. Ahmed Bakayoko, Ambak. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort empoisonné lui aussi. Et c'est Ahmed Bakayoko qui avait monté une jeune
une jeune militaire, une jeune dame, sergent, pour aller empoisonner Ouattara. Et pour finir, lui-même, il a été empoisonné par le frère de Alassane Ouattara, l'actuel ministre de la Défense, Brahima Téné Ouattara. Vous vous êtes battu corps et âme pour placer Alassane Ouattara au pouvoir. Mais regardez, c'est-à-dire que regardez comment il est en train de vous remercier, monsieur Guillaume Soro, vous et vos partisans là. Regardez comment il vous remercie. J'ai suivi un jour, je crois que c'était sur Twitter, une vidéo de l'avocate là, comment elle s'appelle, elle était même au Cameroun, en 2012 ou 13. Afoussiata Bamba, Lamine, quelque chose de ce genre. Elle dit non, vraiment, si c'est pour ça, si c'est pour un tel régime d'Alassane Ouattara que nous nous sommes battus, vraiment, ça aurait été mieux même qu'on n'engageât pas cette rébellion. C'est ce qu'elle avait déclaré. Vous êtes condamné en exil, vous vous êtes battu corps et âme pour placer Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, regardez comment il vous humilie. Regardez comment il vous contraint à l'exil forcé. Votre conseiller, mon compatriote la Franklin Nyamsi, regardez la situation dans laquelle il se trouve, harcelé par le gouvernement français. Tout récemment, il a même été suspendu pour 3 mois de dispenser des cours à l'université de Rouen en France. N'allez pas chercher loin. C'est Ouattara qui a demandé à Macron de lui réserver un tel sort. Et même votre parrain au Burkina, là, Blaise Compaoré, lui-même également, il est dans la sauce. Tous ceux qui ont aidé Ouattara à prendre le pouvoir par la force, parce que je le répète, il n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Tous, Ouattara est en train de les niquer par derrière, sans vaseline. Tous, du moins tous ceux qui soupçonnent d'être proches de Guillaume Soro. Tous ceux qui soupçonnent de vous être proche, monsieur Guillaume Soro, Ouattara liquide, soit politiquement, soit physiquement. Donc, pour terminer cette chronique, monsieur Guillaume Soro, je vous souhaite bonne chance dans votre course vers la présidentielle, vers le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, pour que vous ayez une chance de vous en sortir, il va falloir que vous demandiez pardon à toutes ces familles ivoiriennes qui ont perdu un être cher pendant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Vous devez demander pardon aux familles des fidèles d'Ibrahim Coulibaly que vous avez fait zigouiller. Vous devez enfin demander pardon à la famille d'Ibrahim Coulibaly que vous avez fait neutraliser fin avril 2011. Ça vaut pour vous comme pour tous ceux qui vous soutiennent là. Vous devez demander pardon au peuple ivoirien. Tous les moments difficiles que les Ivoiriens ont traversés pendant presque 10 ans, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Vous vous êtes battu corps et âme parce que vous vous êtes dit que non, on essaie de mettre de côté Alassane Ouattara, on essaie de l'écarter de l'éligibilité à toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire parce qu'il est du Nord, parce qu'il est du Yola. Vous avez cédé à ce discours mensonger distillé par Ouattara lui-même. Vous vous êtes mis à sa disposition. Vous lui avez apporté un soutien total dans le bras de fer qu'il menait contre les institutions de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez soutenu jusqu'au bout. Aujourd'hui,
Vous estimez que non, il est le plus mauvais, il est ceci, il est cela. Non. Vous êtes comptable. Vous êtes comptable de ce que Alassane Ouattara a posé comme acte pendant tout ce temps parce que vous l'avez soutenu, vous lui avez apporté son soutien. Alors, tous les crimes que la rébellion a eu à commettre, la rébellion parrainée par Ouattara bien sûr, vous en êtes également responsable. Je m'adresse à tous les soutiens de Soro là. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans le camp de Ouattara et qui ont basculé du côté de Soro, vous êtes également responsables de tout ce que de tous les milliers de cadavres que Ouattara a enjambés pour se retrouver aujourd'hui là où il est. C'est de ça qu'il s'agit. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Partagez cette chronique au maximum. Merci de l'avoir suivi. Et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.